Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en cette rentrée, enfin qui a déjà commencé depuis quelques semaines. Et pour ce dernier trimestre 2019 qui va être riche en actualité concernant l'enfance. Il a été évoqué beaucoup de choses au cours de cet échange, et beaucoup plus encore, j'ai le sentiment, au cours des tables rondes précédentes. Je vais juste commencer un peu par les remerciements d'usage. Voilà, et puis ils sont sincères en plus, donc remercier la présidente de la CNAP évidemment et sa directrice générale pour cette initiative, dont je découvre comme vous un peu le format, et que je trouve particulièrement riche et intéressant, exigeant. Il y a des questions philosophiques assez haut niveau qui se posent, et à la fois des questions philosophiques, mais aussi très empiriques, très concrètes dans l'exercice de votre quotidien. Mais je trouve que l'initiative qui vise à valoriser à la fois le travail des associations ici présentes et puis au sein de ces associations des travailleurs sociaux qui au quotidien travaillent auprès de nos enfants et ne peut être que salué. Bien aussi, et souligner, si je peux me permettre en liminaire, l'angle que vous avez pris, essayer de sortir un peu de ces oppositions binaires que vous évoquiez, que vous dénonciez. Effectivement, rien ne peut être binaire dans ces matières-là. On parle de l'humain, et forcément l'humain c'est intime, c'est complexe. Il n'y a pas de règle de fonctionnement, il s'agit de protection de l'enfance ou toute relation humaine. Et donc on doit sortir, on doit dépasser effectivement ces contradictions. Moi, par rapport au documentaire qui a été évoqué, je crois que ça a été un peu le fil rouge de votre première partie. Moi, j'ai toujours été très très clair par rapport à ce documentaire et ce qu'il traduisait. C'est-à-dire, d'une part, il faut être sans concession, et ça, je sais que vous l'êtes et que moi je le suis en tant que responsable politique, sans concession par rapport aux dérives qu'il peut y avoir, qui portent atteinte à nos enfants, quel que soit le cadre, mais notamment dans le cadre institutionnel. Et pour autant, évidemment, on ne peut pas réduire l'investissement des personnes, des travailleurs sociaux à quelques boulets, parce que c'est l'expression qui a été évoquée, qui existe partout, enfin malheureusement. Et par ailleurs, et en fait c'est quand j'étais au pied dans le plat chez Repère, une de vos camarades avait évoqué ça, donc sans concession, mais il faut aussi savoir raconter les belles histoires de la protection de l'enfance. Parce que c'est aussi, me semble-t-il, et c'est pas moi qui le dis, c'était une de vos camarades, c'est aussi comme ça qu'on changera le regard de la société sur les gamins de l'aide sociale à l'enfance. Et c'était une jeune fille qui est journaliste aujourd'hui, et qui disait, voilà, moi quand dans mon boulot on a su que j'étais de l'aide sociale à l'enfance, et ben le regard des gens sur moi a changé. Voilà. Et tout d'un coup j'étais devenue la gamine de la DAS. Voilà. Et je pense que, je ne veux pas parler en votre nom, et puis il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a une belle histoire, qui est Perrine Goulet, qui pourra probablement davantage en parler, et mieux que moi. Mais voilà, je pense que c'est aussi important de savoir raconter ces belles histoires pour changer le regard et pour que les enfants de l'aide sociale à l'enfance, avec les ruptures, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la vie, deviennent, vous l'avez évoqué, parce que je pense que c'est ça le sujet, c'était le sens de mon intervention à Marseille le 4 juillet dernier, juste des gamins comme les autres, en fait. Je pense que c'est ce qu'on vous doit et c'est ce que vous voulez au final. Voilà. Vous remercier, vous féliciter pour votre travail que je découvre, voilà, et avec plaisir. Et puis vous dire de façon un peu macro avant de redescendre sur la question de la parole, puisque l'objet de la table ronde et les questions que vous posez, je pense effectivement que si on prend un peu de champ, ce qui ne limite pas au système de protection institutionnelle, mais si on parle des droits de l'enfant et de l'enfance en général, je pense que dans notre pays, effectivement, le cœur du problème, ou en tout cas une de ses composantes essentielles, c'est la question de la parole. Il faut qu'on libère la parole des enfants. Elle a été trop longtemps confinée. Les chiffres de la violence faite aux enfants, vous les connaissez. Il faut libérer cette parole pour que ça sorte et que l'on puisse commencer à lutter efficacement contre cette violence de toute nature, psychique, physique, sexuelle, portée aux enfants, essentiellement dans le cadre familial, vous le savez. C'est ça qui rend probablement un peu plus difficile encore la libération de cette parole. Mais il faut qu'on pousse cette libération de la parole, et le 119 fait partie d'un
des outils qui y contribuent. Il faut que cette parole, il faut la libérer, mais il faut savoir la recevoir. Donc il faut probablement donner plus de moyens au 119. Voilà. Petite annonce au passage, je l'ai déjà annoncé publiquement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'en profite. Ah, mais c'est inadmissible que 50% des appels, on vous demande juste de rappeler un peu plus tard parce que personne ne peut écouter. Ça, ce n'est plus possible. Donc il faut savoir recueillir cette parole. Et puis il faut savoir la recueillir, c'est vrai qu'il faut savoir la protéger aussi. Parce que la parole d'un enfant 4, 5, 6 ans qui a subi des violences sexuelles de la part de proches, c'est sensible. Et donc là, c'est toute la problématique, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de comment on recueille la parole d'un enfant. Ça ne peut pas se faire dans des conditions normales, dans un commissariat, au milieu d'adultes qui sont là pour d'autres choses, avec des gens plus ou moins formés. Donc ça, c'est notamment, vous connaissez probablement, la mise en place de ces unités d'accueil médico-judiciaire pédiatrique qui permettent, dans des environnements protecteurs, protégés, avec des professionnels de la police et de la gendarmerie formés, avec des croisements de regards. Il y a le gendarme, mais il y a aussi un médecin légiste, une infirmière, bref, un regard croisé sur la situation. Tout ça est enregistré, sous scellé, pour éviter que l'enfant ait à répéter 6 ou 7 fois dans une procédure ce qu'il a vécu, et donc de le revivre en réalité 6 ou 7 fois. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va annoncer dans les semaines à venir. Il y en a une quarantaine, je crois, au travers de la France. On veut les pérenniser, on veut les généraliser, qu'il y en ait au moins une par département. Protéger la parole de l'enfant. Et puis il faut la prendre en compte. Et là on atterrit sur le cœur du sujet et de la table ronde. Alors prendre en compte la parole de l'enfant. Vous savez probablement l'origine du terme enfant. C'est le latin infante, celui qui ne parle pas. Voilà, tout est dit. Et celui qui ne parle pas, c'est celui, par effet de miroir, que l'on n'écoute pas. Et c'est pour ça que je pense que la question de la parole est centrale. C'est éminemment complexe, on l'a dit, ça ne peut pas être binaire. Et c'est cet équilibre subtil que vous avez évoqué et que vous vivez chacun au quotidien, entre une décision d'autorité et puis la nécessité, me semble-t-il, d'essayer de faire adhérer l'enfant aux décisions qui le concernent. Pourquoi ça me semble important de faire adhérer l'enfant aux décisions qui le concernent? Parce que ça participe à sa construction, à sa reconstruction. Adhérer, ça nécessite, bonjour, je vous ai pas vu, ça nécessite de comprendre. Et la compréhension, c'est une étape dans la reconstruction de soi. Et ça participe aussi, l'adhésion, au sentiment d'être maître ou de redevenir maître de son destin et de sa destinée. Ce qui est souvent l'inverse dont les enfants ont le sentiment d'avoir perdu. C'est le reportage, on parle un terme assez fort, on parle de soumission. Donc tout ça, l'adhésion participe à la reconstruction de soi et à l'estime de soi. Voilà. Et en ça, même si je sais que c'est compliqué, ça me semble absolument nécessaire pour le développement de l'enfant que l'on cherche, dans les décisions qui le concernent, à le faire adhérer à ces décisions. Alors, concrètement, vous le savez, ça a été évoqué, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés avant l'été avec un certain nombre d'entre vous. C'est l'occasion de vous remercier une fois encore. J'ai dressé un peu les grands principes de l'action qu'on souhaitait mener à Marseille le 4 juillet dernier aux Assises de la protection de l'enfance. Et mi-octobre prochain, on annoncera les mesures concrètes. Elles étaient déjà égrenées dans le discours que j'ai fait à Marseille, mais les mesures concrètes et surtout la mise en œuvre de ces mesures, parce que c'est ça qui compte à un moment concernant la réforme de l'aide sociale à l'enfance. Je veux peut-être juste partager avec vous 2 ou 3 points
de cette stratégie et qui répondent aux questions que vous posez, me semble-t-il, ou en tout cas qui peuvent y participer. La première, c'est la question de la participation des enfants et des jeunes. Ça a été largement évoqué. Moi, je le répète souvent. Je pense que cette participation des jeunes est fondamentale et à double titre. On doit renforcer la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. Donc là, on est à un niveau un peu macro, mais néanmoins important. C'est la question de la représentation des jeunes dans les instances consultatives, décisionnelles, politiques, de construction de politiques publiques. Donc c'est déjà le cas. Il y a des jeunes qui sont au Conseil national de la protection de l'enfance, par exemple. Donc, on a toute une réflexion, je l'ai annoncé, engagée sur la réforme de la gouvernance de l'aide sociale à l'enfance. Et je veux que la place des jeunes y soit renforcée. Ça vaut aussi au niveau départemental dans les observatoires départementaux de la protection de l'enfance. 2007, sauf erreur, la création, la participation des jeunes 2016, décret de 2016, tous les départements n'ont pas encore d'observatoires départementaux, et donc la prise en compte de la parole des jeunes dans ces instances n'est encore pas une réalité. Nous allons accélérer, faire en sorte que ça le devienne. Là, on est à un niveau un peu macro. Concernant le jeune et les décisions qui le concernent dans son quotidien, ça a été évoqué, c'est le projet pour l'enfant. Où là aussi, pour le volet santé, sauf erreur de mémoire, seuls 30% des bilans de santé sont effectués. Donc là aussi, on voit que ça existe dans les textes, mais dans les pratiques, ce n'est pas encore fait. Et j'y reviendrai, et je vous ai toujours dit, enfin ceux qui m'ont déjà écouté, je pense que devant nous, on n'a pas une grande loi de la protection de l'enfance à refaire. Je pense qu'on est beaucoup dans l'art de l'exécution, l'art de la pratique. Voilà. C'est ça un des gros enjeux qui est devant nous. Ça passe notamment beaucoup par la formation, et ce sera le deuxième point sur lequel je reviendrai. Mais pour revenir sur le projet pour l'enfant un instant, et notamment le volet santé, je vous remercie d'avoir cité, d'avoir dit que l'État quand même... Enfin, l'État est au rendez-vous, s'évertue à être au rendez-vous de ses propres responsabilités. Et ça aussi, moi, je l'ai toujours dit. Ça vaut pour la santé, ça vaut pour l'éducation nationale. Beaucoup de débats entre nous tous sur l'articulation entre l'État et les départements, sur les compétences des uns et des autres, la santé et l'éducation nationale. Enfin, l'éducation, j'ai toujours dit que c'était à l'État d'être au rendez-vous de ses responsabilités. Et je ne peux que me réjouir que votre présence ici et votre venue ici vous ait sensibilisé particulièrement à ces questions. Car je vous le confirme, il y a des gros problèmes de rupture de scolarité, avec des changements, mais aussi parce que vous avez des jeunes qui ont des crises et qui tout d'un coup ne peuvent plus, pendant des semaines, pendant des mois, aller dans des établissements collectifs. Et que là, il faut qu'on réfléchisse à comment assurer la continuité de la scolarisation. C'était l'objet d'un groupe de travail dans le cadre de la concertation que j'ai menée, auquel l'un de vos camarades rectrices était partie prenante. Merci donc sur le volet santé d'avoir dit qu'effectivement dans le cadre de l'article 51 du projet de loi de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, qui permet des expérimentations dans 3 départements, effectivement, nous avons créé des parcours de soins coordonnés pour s'assurer que ces enfants qui ont effectivement sont dans un état de santé moindre que le reste de la population aient un bilan de santé à l'entrée, puis chaque année. Cette expérimentation qui concerne 3 départements, je vous annonce aussi qu'elle sera étendue à 10 départements l'année prochaine dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va rentrer en discussion très prochainement. Et l'idée est de le généraliser, si tant est que vous en prouvez la pertinence, et de le généraliser aussi rapidement que possible. Ça vient en parallèle, en complément, de tout un travail de fond qui prendra 5-6 ans, parce que l'enjeu, on ne va pas se mentir, mais l'enjeu c'est de reconstruire une filière entière, qui est la pédopsychiatrie. Et nous avons investi, oui, chaque déplacement, chacun de vous m'en parle à chaque fois. Agnès Buzyn a déjà annoncé l'année dernière 100 millions d'euros pour la psychiatrie en général, dont la pédopsychiatrie, la création de 10 postes de chefs de clinique par an, voilà, pour créer des internes, etc. Bref, reconstruire une filière. Voilà. Ça, c'est sur le plus long terme, il faut en passer par là. Voilà.
Donc projet pour l'enfant, excuse-moi, je fais des digressions, mais je me permets de rebondir. Puis comme quand on fait des choses pas trop mal, c'est bien de les dire, de les valoriser. On a parlé du CNPE, de l'EDPE, je reviens à la parole, on a parlé du projet pour l'enfant, et puis il y a les conseils de vie sociale, aussi, qui sont un formidable outil au sein de vos institutions, pour faire vivre cette parole, pour apprendre la participation, l'engagement, favoriser l'estime de soi. Bref, actionner un certain nombre de leviers qui participent à la reconstruction de l'enfant. Alors, je sais que dans un certain nombre d'endroits, c'est des choses formidables qui se passent, dans d'autres, c'est peut-être un petit peu en retrait. Je ne peux que vous encourager, évidemment, à développer ces actions. Le deuxième point, et qui est en lien avec celui-là, c'est la question de la formation des professionnels. Parce que je pense que c'est... alors on parle souvent de formation dans tous les plans, dans vos rapports d'activité, vos stratégies annuelles des uns et des autres. J'imagine que vous parlez de formation. Et je pense qu'elle est importante parce que, je vous le disais, je pense qu'on a beaucoup d'enjeux d'exécution, et je pense que ça passe par la formation. Parce que je pense qu'effectivement, il y a peut-être un repositionnement encore à opérer pour certains dans la relation à l'enfant, en tout cas le positionnement de l'enfant. À la question du projet pour l'enfant, c'est assez symptomatique. Je pense qu'il faut véritablement qu'on passe d'une posture, je ne généralise pas, hein, mais de face à face, peut-être encore, parfois, à côte à côte. Voilà. Et puis la formation, elle est aussi importante parce qu'effectivement, elle concourt à atténuer les ruptures de parcours et cette approche par segmentation que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que un des grands manques de notre secteur, qui en appelle à beaucoup de professionnels d'horizons très différents, travailleurs sociaux, des juges, personnel de l'éducation nationale, personnel de santé, bref, tous ces gens qui doivent s'organiser autour de l'enfant et de ses besoins, manquent trop souvent d'une culture commune. Et quand il n'y a pas de culture commune, il y a des ruptures, et puis il y a une incompréhension de l'enfant, et une incompréhension une prise en considération de sa parole qui va être différenciée en fonction de l'interlocuteur qu'il aura en face de lui. Voilà. Donc par rapport à notre sujet, la question de la parole de l'enfant, je pense qu'être en mesure de lui offrir, parce qu'on a, au travers de formations croisées, entre juges, travailleurs sociaux, personnels d'éducation nationale, on est en mesure de lui offrir un corpus commun, cohérent, une écoute commune en réalité, une écoute commune à cette parole. Je pense que c'est un élément important. Et dans les annonces, pour être transparent avec vous, parce que je vois que nous ne sommes pas filmés, mais dans les négociations budgétaires qui ont cours en cette période de l'année, de façon traditionnelle, chaque année, on est en train d'essayer qu'il y ait un volet sur la formation, justement, pour pouvoir développer et pousser des vrais plans de formation dans ce sens-là. Tout comme, je le dis de façon incidente, s'agissant du parrainage, puisque j'ai entendu que c'était évoqué par vous, et voilà, c'est quelque chose qu'on va aussi pousser et développer. Voilà, et puis un tout dernier point qui a moins de rapport avec le sujet de la parole, même si de toute façon j'ai déjà beaucoup digressé, au-delà de ce seul sujet, vous dire que, un peu en conclusion, et puis parce que je suis devant vous ce matin, vous dire que nous, on a une véritable volonté, de façon générale, de renforcer la capacité d'innovation et de créativité dont on sait qu'elle vous anime, que vous soyez du secteur public ou associatif. Et donc, je souhaite que nous puissions sécuriser un maximum le cadre d'intervention des associations, de sorte que vous puissiez trouver des leviers pour diversifier vos modes d'intervention. Je pense que c'est un enjeu qui est devant nous, pour créer des conditions toujours plus favorables, évidemment, à l'accueil des enfants, à leur accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution, et donc, in fine, à une meilleure prise en compte de la volonté de ces enfants, puisque c'est ça qui doit nous animer, et nous anime, j'en suis sûr, au quotidien. Voilà.
Bonjour, Marie Papey-Lalande, donc je suis directrice de 2 établissements, une MEX et un FJT, sur une petite association des Yvelines. Et aujourd'hui, en tant que petite association, on souffre énormément en fait de la politique et de réorganisation en fait qu'a mise en place le département, sans pour autant d'ailleurs, c'est simplement une remarque, avoir d'observatoire, parce que les Yvelines font partie des départements, fait partie des départements qui n'ont pas d'observatoire. Et en fait, on nous demande, enfin, on s'engage à accueillir des enfants qui sont avec des profils orientés en MEX, qui sont de plus en plus fragilisés, qui sont en phase d'adolescence, comme le disait le médecin tout à l'heure, potentiellement peuvent développer des troubles psychiques pour lesquels on n'a pas de relais au niveau psychiatrique. Donc ça, c'est un vrai problème, on va dire, au plan national. Et donc, et sans pour autant avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir rendre nos structures flexibles, pour pouvoir voilà, innover au quotidien. Et du coup, la question c'est est-ce qu'au plan national, il y aura une structure comme on peut l'avoir dans le champ du handicap, avec un véritable observatoire national qui permette d'éviter en fait des écueils de politique territoriale qui aillent à l'encontre, dans certains cas, de la mission en fait. Au niveau association, on a quand même une mission justement d'intermédiaire entre ce qui se passe véritablement et les besoins des personnes, et cette mission avec les institutionnels. Et dans certains cas, on a l'impression d'en être empêché. Merci pour cette question. Merci madame. Il y a beaucoup d'aspects dans votre question. Je vais essayer d'être synthétique. La question des Yvelines, je la connais un peu sans véritablement la connaître, mais moi je suis élu des Hauts-de-Seine initialement, et il y a des projets, vous savez, probablement de rapprochement entre les 2 départements. Je ne suis pas sûr que ça simplifie effectivement votre travail au quotidien et que ça vous donne forcément des perspectives, en tout cas une visibilité sur la suite. C'est un sujet que je dois m'en entretenir avec les 2 présidents concernés, parce que dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi des problématiques similaires à celles que vous exposez. Après, oui, sur l'absence de réponse psychiatrique, je l'ai un peu évoqué. Il y a derrière ça aussi, ça a été évoqué tout à l'heure par vous, madame, 20 à 25% de gamins qui ont des reconnaissances MDPH. Donc probablement plus en réalité, qui ont des troubles comportements neurodéveloppementaux, et avec donc des enfants qui se retrouvent en réalité fondamentalement un peu au croisement du social et du médico-social. Et moi je pense que au-delà de disposer de structures relais, d'être plus souple et tout ça, effectivement j'y adhère, et sauf erreur je crois qu'on va essayer de créer un fonds pour financer et favoriser des innovations. Je pense qu'on doit véritablement innover, c'est-à-dire inventer un peu un nouveau système de prise en charge pour les enfants en situation de handicap, parce que dans un pays qui aime bien fonctionner en silo, quand vous êtes en croisement de 2 choses, il y a quand même beaucoup de chances d'être nulle part. Voilà. Et après, sur le cœur de votre question, sur la question de la gouvernance et des inégalités territoriales, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Moi, j'ai dit depuis le départ, et je connais bien le champ du handicap, parce que j'ai beaucoup bossé dessus quand j'étais député, qu'effectivement, vous avez raison, une instance qui s'appelle la CNSA, tout le monde est autour de la table, où ça produit des référentiels communs, et où chacun converge. Il y a encore beaucoup de boulot, je parle du handicap, mais où chacun progressivement converge sur des pratiques communes. Alors je ne sais pas s'il faut dupliquer ce modèle-là à la protection de l'enfance. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on n'a pas ce genre de mécanisme à la protection de l'enfance.
et que moi je pense qu'il y a un problème de gouvernance. Voilà, on a un Conseil national de la protection de l'enfance à qui on n'a pas donné les moyens, et je ne parle pas que de moyens humains et financiers, je parle même en termes de mission, de jouer ce rôle-là. Voilà. Or, effectivement, du point de vue de l'État, et sans remettre en cause la question des compétences, et sans contrevenir à la libre administration des collectivités territoriales, l'État se doit d'être garant, un tant soit peu, des droits, certaines formes d'équité territoriale, et puis des droits des enfants. Donc on a un chantier sur la gouvernance, ça faisait aussi partie d'un des 6 groupes de travail qui avaient été mis en place pendant la concertation, dont les conclusions sont intéressantes, mais manquent un peu d'opérabilité à mon goût. Voilà. Je n'ai pas le modus operandi que j'espérais avoir. Moi, je vois assez bien où je veux aller. Donc c'est un des chantiers qu'on va mettre sur la table pour effectivement doter d'une instance. Voilà, moi, je pense que sur un certain nombre de choses, l'évaluation des situations d'enfants en danger, un certain nombre de normes peut-être qui vous concernent. Je ne sais pas si c'est les taux d'encadrement, les niveaux de formation, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on ait des référentiels nationaux. Voilà. Qui vont être élaborés par les acteurs et qui doivent permettre à la fois qu'on augmente ce que j'appelle la qualité de service, excusez-moi du terme, mais que l'on délivre à nos enfants, et par ailleurs de faire converger de territoire à territoire les pratiques. Voilà. Donc c'est un des gros chantiers qu'on a devant nous, qui est déjà un peu engagé sur la question de l'évaluation des situations de danger. La Haute Autorité de Santé a été missionnée il y a quelques mois déjà pour travailler là-dessus. Voilà, des débuts de réponse. Merci beaucoup. Bon, peut-être ça... Si, j'ai une question. Dernière question. J'ai une question qui rejoint vos positions. Les textes de loi, il y en a. Or, on s'aperçoit qu'ils souvent, ils ne sont pas appliqués. Et ils ne sont pas appliqués souvent par ceux qui en ont la responsabilité, à savoir les départements, puisqu'on est ici pour parler de protection de l'enfance. Vous avez annoncé avant l'été de relancer, en tout cas de faire en sorte que la protection maternelle et infantile soit véritablement, j'ai envie de dire, mis en place et appliquée dans tous les territoires de notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors ma question, et je partage cette vision, et je pense, et vous avez complètement raison, parce que la PMI, je suis membre du conseil d'administration de l'ACTA. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Patricia Adam, et j'ai été parlementaire également, et vice-présidente d'un département. Donc c'est des sujets qui m'intéressent depuis toujours, et pour lesquels je crois avoir apporté ma pierre. Vous l'avez dit, et je les partage. Ma question serait plutôt comment l'État peut contraindre des départements, je vais dire simplement, à appliquer la loi, parce qu'elle n'est pas appliquée partout. Alors certes, il faut des moyens financiers, et nous connaissons ici les difficultés des départements dans l'équilibre de leur budget, et en particulier dans l'application des politiques sociales. On parle ici de l'enfance, mais il y a aussi le vieillissement de la population, le handicap, etc., le RSA. Et donc, comment vous voyez votre action, comment vous pensez pouvoir justement influer, je dirais influer, je ne vais pas dire rendre obligatoire, je ne sais pas si vous aurez peut-être pas l'autorité pour le faire, mais en tout cas, comment, je crois que l'ordinateur, non, c'est bon, ça devrait aller. Comment le faire et pour ne pas vous mettre en difficulté, j'ai plus envie d'appuyer sur la PMI, puisque vous avez fait des annonces avant l'été. Et là, on est dans le domaine de la prévention, et de la prévention primaire, et donc de la détection aussi, et donc de l'éducation. Je voulais vous entendre sur ce point. Merci beaucoup, et ravi d'avoir l'occasion de vous rencontrer à cette occasion. Vous ne me mettez pas en difficulté, même si le sujet n'est pas simple. Il y a une organisation de notre République aujourd'hui qui laisse une place importante et peut-être croissante au regard des derniers événements, où sur les ronds-points on nous a reproché une absence de proximité avec les problématiques de certains de nos concitoyens. Et avec un certain nombre de compétences qui ont été données aux uns et aux autres.
on a aujourd'hui un outil qui, à ce stade, c'est le cadre dans lequel je travaille, à ce stade, qui est ce qui a été mis en place dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui est la contractualisation. La contractualisation, au-delà de nos sujets particuliers, sur lesquels je reviendrai, a pour intérêt, me semble-t-il, d'un niveau plus macro-institutionnel, d'instaurer peut-être une nouvelle relation entre l'État et les collectivités locales, quelles qu'elles soient, pas inintéressante, me semble-t-il. Donc moi, c'est plutôt dans ce cadre-là que je réfléchis, et par le biais duquel je pense que l'on peut faire converger les pratiques des uns et des autres. Aujourd'hui, les départements ou les collectivités locales qui ne respectent pas leurs obligations, vous ne pouvez pas leur enlever une partie de la DGF, par exemple. Enfin, je veux dire, constitutionnellement, c'est comme ça, quoi. C'est pas moi, hein, c'est comme ça. Donc moi, je préfère être dans une démarche, enfin, je veux dire, cette démarche de progrès constructive, oui, c'est du soft management, on pourrait dire dans notre cadre, plutôt que de l'autorité jupitérienne, peut-être. Bon. Mais moi, j'ai plutôt envie d'y croire, je trouve ça intéressant. L'idée, et en plus, j'y fais un levier de changement, enfin, c'est le cœur de votre question, c'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, et je reviendrai sur la PMI, ça me permettra de faire le point avec autre chose, mais je pense qu'il faut qu'on fixe un certain nombre d'indicateurs qu'on va construire ensemble, avec les départements, mais avec les associations, avec les jeunes. Et le respect de ces indicateurs déclencheront un investissement supplémentaire de l'État. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'espère, que ça soit l'occasion, une fois encore, de faire monter la qualité du service que l'on délivre, et deux, de faire converger les pratiques. Donc c'est cet outil-là. Alors on a peu de recul, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, elle a 1 an. L'ensemble des départements l'ont signé, sauf un, c'est pas ou 2 peut-être, enfin il y a les Hauts-de-Seine et peut-être les Yvelines, j'ai un doute. Bon, c'est plutôt salué par tout le monde à ce stade. Je pense qu'il faut qu'on soit, partant de là, nous, pouvoir public, extrêmement vigilants ensuite sur la mise en œuvre. Après, en complément de ça, je pense que sur nos champs santé, éducation nationale, etc., une fois encore, ça c'est notre responsabilité et on doit faire en sorte que les choses avancent et dans le bon sens. Parce que, je veux dire, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas être au rendez-vous quand on ne l'est pas soi-même. Enfin, c'est un principe de vie que je m'applique et qui est assez, je trouve, pertinent. Voilà, et puis sur un certain nombre de choses qui ont trait au droit, là, c'est le respect des droits, c'est du régalien. Donc voilà, donc par exemple, produire des référentiels pour s'assurer que la sécurité des enfants est respectée à tout prix, je pense que c'est notre responsabilité pour le coup. Et qu'on n'a pas besoin de passer forcément par la répartition des compétences territoriales. Sur la question des PMI, c'est un peu dans cette même logique-là qu'on veut s'inscrire, avec l'État quand même qui apporterait un soutien financier, alors que c'est la seule compétence santé qui a été déléguée au département, vous le savez. Mais voilà, moi j'y crois et j'ai envie que l'État montre le signe, donne le signe au département qu'il y croit et qu'il faut investir. Mais si vous me permettez de prolonger et d'élargir un peu le champ et de faire un peu de retape pour d'autres actions que nous menons, la question de la PMI, vous l'avez dit, c'est la question de l'éducation de la petite enfance, de la prévention. Bon. Vous l'avez peut-être entendu. Je pense que globalement, on a quand même un système qui est très tourné sur le placement et pas assez sur... Alors, je ne retombe pas dans les vieux débats idéologiques, liens biologiques, etc. Mais aujourd'hui, c'est très tourné vers le placement. Je crois que sur 8 milliards d'euros, protection de l'enfance, il y a 6 milliards qui sont plutôt côté placement. Donc globalement, j'élargis là aussi, et ça vaut en santé, on a un pays dont on sait qu'il n'a pas suffisamment investi sur la prévention. Et je pense, d'ailleurs, ce qu'on va annoncer en octobre, c'est un plan de prévention et de protection de l'enfance. Et par ailleurs, on enclenche après-demain le premier pilier de mon pacte pour l'enfance. Je vous rappelle que personne n'a rien compris, mais il y a 3 piliers. Le premier, c'est la prévention. Le deuxième, c'est la lutte contre les violences. Le troisième, c'est l'aide sociale à l'enfance. Le premier pilier,
qui est le volet préventif. Et donc, nous installons avec le président de la République jeudi après-midi un comité d'experts autour des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Voilà. Et on veut véritablement développer une vraie politique publique sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Donc, ils vont du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. En gros, c'est avant l'entrée à l'école, avant la parole. Ce comité d'experts, il sera présidé par Boris Cyrulnik. Il regroupe une quinzaine de scientifiques, mais il y a aussi des praticiens, une sage-femme. Et pour la première fois, je pense, on va avoir d'une part une approche... Enfin, on va arrêter de penser les besoins de l'enfant d'un côté et les besoins des parents de l'autre. On va penser les deux ensemble. Pour la première fois, on va arrêter de penser que santé, mais on va penser santé, mais aussi socio-éducatif, le psychorelationnel, le psycho-affectif. Et donc les membres de cette commission représentent l'ensemble de ces disciplines, parce que le concept des 1000 jours est né en santé, mais aujourd'hui l'apport des neurosciences a largement enrichi ce concept et ces approches-là. Et puis pour la première fois, on va arrêter là aussi de segmenter, et on va prendre en considération le préconceptionnel, le conceptionnel, et puis la petite enfance. Voilà. Et on veut, et le président de la République veut qu'il y ait un soubassement scientifique solide à ce qu'il y ait un vrai changement d'approche dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'il y a ce comité d'experts. En parallèle, moi je vais aller à la rencontre de 1000 parents pour penser ces 1000 jours. Voilà, donc au travers de la France, autour d'une dizaine de thèmes. La nutrition et les travailleurs sociaux, oui, et les travailleurs sociaux aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne sais pas qui parle, mais oui, il y aura les travailleurs sociaux. Mais il y aura aussi les parents. On va collaborer, on va partir de leurs besoins. Hein, voilà. Et on va collaborer ensemble ce parcours 1000 jours, parce que c'est ça qu'on veut réussir à créer. Et ça va à la fois être du conseil, nutrition, de la mère, du père, mais aussi de l'enfant, évidemment. Question de l'exposition aux écrans, les bébés secoués, mais aussi la question des modes de garde. On se pose cette question-là hein, quand on est un jeune parent. Question du congé parental. Bref, vrai parcours qui embrasse l'ensemble de ces problématiques-là, tout ce que se posent comme question les parents à ce moment-là, parce qu'on sait que ces 1000 premiers jours de l'enfant, la vie de l'enfant, c'est là où tout commence. C'est pas là où tout se joue. Boris Cyrulnik vous parlerait de résilience, mais c'est quand même là où tout commence. Et on sait très bien que ça a un impact sur le développement en santé, mais sur le développement aussi cognitif, et que c'est aussi là où se forgent et se creusent généralement les inégalités sociales. Et donc c'est au cœur de notre projet politique, qui est de lutter contre les inégalités de destin. On a divisé les classes de CP et de CE1 par 2, et puis maintenant on recule et on s'attaque aux 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Voilà. Et pourquoi je vous dis tout ça? Longue digression, mais parce qu'une fois qu'on aura décidé tout ça, se posera la question de qui fait. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la petite enfance. Il y a les communes, les intercos, il y a les départements via les PMI, il y a la CAF évidemment, la CNAM, etc. Et donc, il faudra réfléchir un peu qui fait, comment on fait, et je reste convaincu que la PMI, pas de façon exclusive évidemment, avec d'autres, mais aura un rôle aussi important à jouer dans ce cadre-là. Voilà. Voilà. Il faut que je suis désolé. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Viviane Bigot, présidente de la CNAP. Je vais simplement vous remercier très chaleureusement pour votre présence, mais aussi pour le fond de vos propos, pour votre prise en compte, on s'en est bien rendu compte, de la complexité totale de la protection de l'enfance, pour les réponses que vous tentez d'y apporter, que vous allez y apporter. Donc merci pour tout cela, Monsieur Taquet.